Cette émission a été rendue possible par nos partenaires du jour, le CNC, France Digital et Back Market. Un grand merci à eux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir le public, merci d'être là. Chers amis, merci d'être là pour cette émission exceptionnelle en partenariat avec France Digital. On est ici à la Bellevilloise à Paris, une salle de concert mythique qui nous accueille pour cette émission exceptionnelle. On va parler de l'actualité de la scène avec mes chroniqueurs et chroniqueuses. Et dans la deuxième partie de l'émission, on recevra notre invité politique. Il s'agira de Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, à qui on a beaucoup de questions à poser, notamment sur la décarbonation de l'économie. Aujourd'hui, avec moi sur ce très très beau plateau, on a le plaisir de retrouver Claire. Salut Claire. Salut. Ça va ? Oui, très bien. Très contente de te retrouver Claire. Tu es militante écolo, ancienne candidate aux élections législatives et doctorante en sciences politiques. Exactement. Ça fait plaisir de te retrouver Claire. On va reparler de toi dans quelques instants, bouge pas. Oui. Lorraine, toi, comment ça va Lorraine ? Bah ça va, très très bien, contente de voir du monde. Bah ouais, contente de te voir aussi. Lorraine, tu es journaliste pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, tu es élue au conseil municipal de Fos et tu es cofondatrice de la Cité des Chances. Ouais, une association qui a vocation à faire en sorte que les jeunes de banlieue s'intéressent à la politique. Les jeunes de banlieue s'intéressent à la politique. Et on est aussi avec Malek. Salut Malek. Salut Jean. Malek, t'es communicant politique et chroniqueur par ailleurs, notamment sur Backseat. Exactement. Et tu es aussi le fondateur du podcast Autour de moi. Exactement, depuis 3 mois maintenant. Exactement, et ben ça fait super plaisir. Quelques petits trucs que je voulais vous dire. Rappelez-vous les amis, pour financer cette émission Backseat, on a mis en place cette année un financement participatif avec des paliers, des donation goals pour essayer de vous inciter à participer au financement de cette belle émission. Vous êtes nombreuses et nombreux chaque semaine à rejoindre le financement participatif et je tenais à vous remercier. Et dans les paliers, on avait proposé à Claire avait proposé plutôt de faire une reprise du générique de Backseat au piano. On va se réécouter le générique de Backseat avant de discuter de sa version piano. Écoutez ça. Voilà, on a tous reconnu le générique de notre émission préférée. Claire, tu as voulu t'attaquer à ça au piano. Comment ça s'est passé ? Oui, en fait, je l'ai proposé. Tout le monde a dit oui, c'est bon, l'idée a été validée. Et j'ai réécouté le générique après. Et je ne sais pas s'il y en a qui sont pianistes dans la salle, mais en fait, c'est très peu pianistiquement adaptable, ce truc. Il y a énormément de boum-boum, de rythmique qu'en fait, on ne peut pas du tout, ou très peu, ou difficilement reproduire au piano. Donc je me suis dit dans quelle galère je me suis mise. Donc en fait c'est une adaptation très libre où vous devez chercher par vous-même les notes qui sont à l'origine dans le générique. mais voilà. Tu nous proposes donc une création au piano à partir du générique. Oui, voilà. Et ben je vous propose qu'on écoute le résultat. Ça a été tourné ce matin même ici. C'est magnifique, bravo Claire, c'est extraordinaire. Très très belle reprise, très très belle création autour du piano. Raconte, ça t'a pris combien de temps ?
Alors, en fait, j'étais un peu malade la semaine dernière. Donc, alors que j'avais prévu de vraiment le travailler à ce moment-là. Ouais. Donc, ça a pris le temps que j'ai pu y accorder. Voilà. Non, mais ça va. Ça faisait très, très longtemps que je jouais plus. Voilà, il y a eu des années où j'ai beaucoup joué, puis il y a eu la classe préparatoire, voilà, où on abandonne absolument tout et on se met à travailler jour et nuit. Donc voilà, et c'était donc un plaisir de Oui, parce que tu fais du piano depuis longtemps. Ouais, j'ai commencé à 5-6 ans. Ouais, d'accord, donc tu as vraiment fait beaucoup de piano. Ouais. Mais ça a dû être un challenge quand même de te remettre pour faire une création. Ouais, mais c'était un plaisir. Écoute, voilà. Mais je vous en voudrais pas si vous gardez le générique initial. Oh non, je pense qu'on va garder ta version ici. Un tonnerre d'applaudissements à nouveau pour Claire, s'il vous plaît. Merci beaucoup Claire. Et bravo à toi. Toujours pour parler des donation goals, Malek, mon cher Malek. Ouais, voilà. Toi, tu t'étais engagé à lire Le temps des combats de Nicolas Sarkozy au coin du feu. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bah ouais. Pourquoi je l'ai dit en fait. Écoute, tu l'as fait. C'était Je la l'ai fait. semaine dernière et je vous propose qu'on regarde un petit magnéto qu'on a fait des meilleurs moments de Malek qui lit Nicolas Sarkozy. Monsieur Massé, je viens de hacker votre chaîne, d'accord? C'est une prise d'otage, d'accord? Je vais lire mon bouquin sur votre chaîne, d'accord, monsieur Massier? Bon, ok, c'est bon, je vous l'ai fait l'imitation de Nicolas Sarkozy. Il s'agirait de ne plus la réclamer. Moi, j'ai adhéré à un parti en 2010 en plein quinquennat Sarkozy. Moi, je suis originaire d'Argenteuil. Argenteuil, ville où Nicolas Sarkozy a parlé de racailles. J'ai entendu ça, j'étais avec ma mère. Une associative, cœur sur ma maman. On fait que des cœurs sur ma maman, s'il vous plaît. Et ensuite, mon engagement politique, en fait, est né aussi avec le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bon, et ben maintenant, il y a Malek délégué qui va lire mon bouquin, hein? Ne pas faire le choix de notre candidate fut un déchirement personnel. Valérie Pécresse. Pour la première fois en 40 années de vie publique, je n'ai pas fait le choix de la candidate de mon parti. Apparemment, nous fûmes nombreux à nous retrouver dans cette situation puisque Valérie Pécresse descendit en dessous de la barre des 5%. Il eût été possible et même facile de faire autrement. Cependant, il ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Je connaissais pas cette expression non plus. Le titulaire de la fonction de Premier ministre oublie toujours qu'il a été nommé par celui qui a été élu. La rivalité au sommet du pouvoir ne peut se terminer que par la victoire du président élu, qui lui-même le payera au prix fort de la désunion de son propre camp. Dans ce drame, il n'y a pas de vainqueur possible. C'est pourquoi j'ai conservé ma confiance à François Fillon durant les 5 années du mandat, sans jamais le regretter. Il nous dit qu'il ne regrette pas d'avoir nommé François Fillon. En même temps, c'est un gros boulet, quoi. Vous savez, monsieur Pujadas, la lecture des combats, c'est quelque chose de compliqué, d'accord? Pour la gloire de Backseat. Franchement, je l'ai fait pour Backseat. Je l'ai fait pour vous. Faites des dons, donnez, abonnez-vous. Il reste encore moins de 500 € et vous allez avoir le prochain Donation Goal avec la traversée de l'Atlantique sur Flight Simulator par Jean. À très vite. On l'a fait, ce Donation Goal. On l'a fait. Est-ce que c'est bon pour vous? Serait-ce possible, alors? Merci beaucoup, Malek. Énorme donation goal, Malek. Mais attends, Est-ce que t'as regretté d'avoir proposé ça? je m'entends chanter encore. Ah oui, attends. Peut-être qu'on a coupé la vidéo. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait tous les couplets refrains de Carla Bruni. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Oui, vas-y. Vous nous avez demandé de réfléchir à des petits donation goals. Moi, je suis prêt à tout faire pour Backseat, d'accord? Ouais. Et je voulais quelque chose quand même d'assez fun. Je me réveille un matin, et vraiment, c'est venu, tu sais, c'est l'idée au réveil, je vais faire ça. Je vous l'écris dans le groupe, et je me dis, bon, il y a peut-être quelqu'un qui va me rattraper au vol, et qui va me dire, non, Malek. Et personne m'a arrêté. Ah bah non, certainement pas, non. Non, et puis surtout, la commu a donné des sous, Ouais. hein, et il faut en donner encore. Mais donc je n'ai qu'une parole, et donc je l'ai fait. Est-ce que ça a plu aux gens qui étaient dans le chat avec toi? Alors, de ce que j'ai lu, oui. Après, c'est à eux de dire. Hein, je ne vais pas parler en leur nom. Bon, et du coup, puisque tu t'es coltuné ce bouquin que moi j'ai pas lu, je te l'avoue, il y a écrit quoi dans ce livre? Du coup, qu'est-ce qu'il raconte Nicolas Sarkozy? Alors, Nicolas Sarkozy t'explique que sur tout son quinquennat, c'est lui le plus beau, c'est lui le plus fort, un peu. Je te résume ça. Il n'a pas été aidé. Il te donne une petite analyse en transversale comme ça, il te donne une petite analyse des quinquennats Macron en te disant que bon, quand même, lui, il n'aurait pas fait comme ça, parce qu'il est meilleur, encore une fois. Et il te dit aussi que Gérald Darmanin, il l'aime bien. Et quasi la double, quoi. Voilà. Donc autant vous dire que c'était pas forcément fun de lire ce bouquin, mais voilà, mais on l'a fait.
Eh ben, On l'a merci fait pour beaucoup. Backseat. Merci beaucoup, Malek. Donc, je vous rappelle évidemment que Backseat, c'est financé grâce à vous. Ce sont vos dons qui financent Backseat. C'est aussi des partenariats comme celui d'aujourd'hui avec France Digital. Une émission Backseat, je vous rappelle que ça coûte 13 000 € à produire, à fabriquer. C'est surtout des salaires. Ça représente 55% du budget, le salaire des personnes qui fabriquent cette émission. Les viewers, c'est vous qui rendez possible cette émission en donnant sur KissKissBankBank. Il y a plein de contreparties. Allez sur KissKissBankBank. Déjà 2500 abonnés qui nous suivent sur KissKiss. C'est colossal. Donc vraiment, merci beaucoup à nos abonnés qui nous soutiennent. On est à 67% de notre objectif de 30 000 € par mois. Et pareil pour les marques, les partenaires potentiels qui regardent et qui passeraient par là. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire un partenariat pour vous aussi participer au financement de Backseat. Nous, ça nous intéresse. Les amis, est-ce que ça vous dit qu'on parle de politique ? Je suis un peu là pour ça. Eh ben, let's go. Moi, je vous dis, c'est parti pour l'actu de la semaine. Alors, l'actualité politique cette semaine, on voulait en parler, évidemment, la méthode Macron, les nouvelles rencontres de Saint-Denis qui ont eu lieu. Donc, c'était vendredi 17 décembre dernier. En l'absence notable de la France Insoumise, du PS et même des Républicains, le président de la République s'est retrouvé entouré par 11 chefs de parti ou présidents de chambre du Parlement. Une discussion à huis clos avec une principale conclusion qui est sortie de ces échanges à Saint-Denis, l'absence de référendum sur l'immigration. On va revenir un peu dans le détail sur ce référendum sur l'immigration, mais avant ça, sur la méthode. C'est quand même une invention de Nicolas Sarkozy. C'est une invention d'Emmanuel Macron. Non, Sarko, rappelle-toi, il avait tenté d'inventer une présidence à l'américaine avec des comptes rendus presse quotidien à l'Élysée. Il avait essayé de faire ça en 2007, il s'était arrêté assez rapidement. Emmanuel Macron, il a gouverné assez tranquillement sur son premier quinquennat parce qu'il avait une majorité absolue. Et là, deuxième quinquennat, pas de majorité absolue, il se retrouve à gouverner de manière un peu chelou et à essayer d'inventer une nouvelle strate de discussion que sont les rencontres de Saint-Denis. Malek, t'en penses quoi, toi ? C'est original, non ? C'est original. Oui ou non. Nicolas Sarkozy, décidément, encore une fois, lapsus. Emmanuel Macron nous avait parlé, moi je répète souvent cette phrase, mais parce qu'elle m'a marqué, il nous a parlé à l'entre-deux tours de la dernière élection présidentielle de faire politique autrement. Donc on attend toujours le faire autrement. Il nous a balancé ces petites rencontres de Saint-Denis. Encore une fois, un petit process très monarchique du roi qui discute avec une petite cour. Et puis au final, il a fini par se perdre à son propre jeu, puisqu'il a voulu cornériser en fait tout le monde et se rapprocher un peu des LR avec les rencontres de Saint-Denis. Et au final, dans l'os, c'est lui qui se retrouve cornérisé. Parce qu'Éric Ciotti ne veut pas participer à son jeu. C'est un peu le paradoxe, effectivement, de ces rencontres de Saint-Denis, c'est qu'à vouloir créer un cadre de discussion... D'ailleurs, quand il a ouvert les rencontres de Saint-Denis vendredi, il a commencé par dire « Je vous remercie toutes et tous d'avoir accepté de dépasser les clivages pour venir échanger ». Le fameux dépassement des clivages dont il parle. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'on sait comment il a ouvert les rencontres de Saint-Denis par des propos rapportés, parce que ce truc de conclave, là, de je m'enferme sans téléphone, etc., mais c'est tellement has-been. Tu vois, encore une fois, il veut nous vendre une modernité, etc. S'il veut discuter avec les partis politiques, il y a un truc qui s'appelle le Parlement. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Et c'est très bien aussi. Ça même au Parlement, il n'y arrive pas. C'est symptomatique d'un Emmanuel Macron, cette logique de Saint-Denis, pour toi, Claire ? Oui, en fait, je pense que c'était inscrit en fait dans l'ADN explicite du macronisme de vouloir en fait effectivement faire politique autrement. Et dans ça, il y avait l'idée en fait de dépasser les corps intermédiaires, de dépasser les médiations et d'avoir une forme de gouvernement, de gouvernance beaucoup plus directe et du coup beaucoup plus fluide aussi. C'était ça l'idée, on va fluidifier, débloquer, etc. Les corps intermédiaires, syndicats, etc. C'est des facteurs de blocage de la société. C'est ça la philosophie. Et en fait, ça a effectivement joué des tours au gouvernement, notamment lors des Gilets jaunes, par exemple, où là, on se dit, là, il n'y a pas vraiment d'intermédiaire, mais c'est un problème. Là, on a effectivement les rencontres de Saint-Denis, à un moment où on en est au 16e, 17e, 49.3. Je crois que le dernier, en fait, sur la loi budgétaire, Elisabeth Borne ne s'est même pas déplacée à l'Assemblée pour l'annoncer. Donc, on a un peu une dissonance entre cette espèce de manière de mépriser, de piétiner ce qui fait en fait le quotidien de nos démocraties, ce qui fait la vie démocratique de notre pays, et du coup de créer comme ça des espèces de gadgets démocratiques, mais en lesquels c'est de plus en plus difficile pour les parties prenantes de croire, parce qu'on a eu le grand débat
qui n'a pas donné grand-chose. C'est dans les archives quelque part. Ce serait d'ailleurs très intéressant et très utile de les ressortir. Tu parles des cahiers de doléances. Mais Ouais. oui, les cahiers de doléances, mais ça n'a pas été utilisé politiquement. On a eu la Convention citoyenne pour le climat où c'est pareil. On a fait travailler des citoyens et des citoyennes pendant longtemps. Ça n'a rien donné. Donc en fait, il y a un truc de confiance en fait dans le pacte démocratique qui là se brise. Et là, les partis, ils n'ont plus envie d'être un peu les guignols de ce jeu-là que Macron joue de plus en plus seul, du coup. Il y a Mister Yogis dans le chat qui fait remarquer qu'un président de la République, c'est censé être au-dessus des partis politiques, et Macron est totalement en contradiction avec son aspect jupitérien. Je suis assez d'accord avec cette analyse-là. C'est vrai qu'on n'imagine pas le général de Gaulle réunir les chefs de partis pour discuter avec eux. Il avait un tel mépris pour les partis, le général de Gaulle. Il y a de ça, et c'est très intéressant que tu parles du général de Gaulle, parce que dans la préparation des premières rencontres de Saint-Denis, on a eu la petite indiscrétion que, alors je ne sais pas si c'était Emmanuel Macron ou quelqu'un à l'Élysée qui avait appelé Jordan Bardella, président du Rassemblement national, pour préparer ces rencontres de Saint-Denis. On ne sait pas si si tous les autres chefs de parti ont été appelés, et là encore, ça veut dire beaucoup. Je vais faire mon mec de droite de 2017, mais est-ce que le général de Gaulle aurait appelé Jordan Bardella Non. préparer les rencontres de Saint-Denis? Non, sûrement pas. Lorraine, toi, tu fais le parallèle avec le Congrès des maires de France. On parlait de dépasser les corps intermédiaires. Bah oui, non mais déjà, en fait, Ouais, moi, vas-y. ce qui m'interpelle, c'est qu'il dépasse même le rôle de la première ministre, en fait. Et moi, je m'interroge déjà sur le fait que, est-ce que si c'était un homme, ou est-ce que si c'était Édouard Philippe, ou peu importe, est-ce qu'il se serait permis, comme ça, via le rapport de force, notamment via le parti Horizon que Édouard Philippe a monté, etc., et tout le mouvement qu'il avait derrière lui, est-ce qu'il se serait permis d'outrepasser ce rôle-là et de discuter avec les partis alors que c'est pas son rôle selon, en tout cas, l'interprétation de la Constitution? Moi, je suis pas sûre. Mais en fait, j'y vois aussi un parallèle avec le Congrès des maires parce que effectivement, il n'y est pas allé. Donc pour la deuxième année consécutive, et en fait, non seulement il n'y va pas, mais en plus il fait un petit cocktail. Donc c'était hier soir avec 1 millier de maires, dont il y a pas mal de maires qui ont été invités, qui ont boycotté le truc parce qu'ils se sont dit non, enfin, viens discuter même avec ceux qui n'ont pas envie de grignoter avec toi et te taper la bise. En fait, non, il a fait son truc dans son coin et en gros, il en est ressorti. Que en fait il a dit plein de trucs, c'était cool, c'était sympa, mais en fait maintenant on attend les actes surtout parce que c'est pas la première fois qu'il faisait des annonces aux collectivités territoriales et notamment aux maires et qu'en fait c'est pas suivi d'action. C'était effectivement du 20 au 23 novembre, donc jusqu'à aujourd'hui, le congrès des maires auquel Emmanuel Macron n'a pas pris part. C'est perçu comme un symptôme d'une rupture entre l'État et les territoires, entre Emmanuel Macron en tout cas et les territoires. David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, parle d'une défiance carrément entre les collectivités locales et le pouvoir. Une défiance qui se nourrit de l'inconstance, je cite. C'est assez intéressant. On rappelle qu'Emmanuel Macron aura fait 2 quinquennats successifs, de 2017 à 2027, sans jamais réussir à s'implanter localement, concrètement. C'est intéressant ça, de se planter à toutes les élections. Alors, se planter aux élections intermédiaires quand on est au pouvoir, c'est pas aberrant, c'est même plutôt habituel. Mais de là à ne même pas réussir à créer vraiment un ancrage territorial affirmé, appuyé de beaucoup de maires, on a même l'impression que le seul qui en tire un petit peu les marrons du feu, c'est Édouard Philippe. Claire. Oui, en fait, ce que disait Lorraine, c'est très emblématique de cette manière de passer outre les corps intermédiaires établis, organisés tels quels. Le congrès de l'AMF, normalement, il y a une attente qu'il y ait une présence, une écoute de l'exécutif à ce moment-là. Et là, effectivement, il choisit de faire un truc un peu à côté. Et c'est effectivement tout à fait cohérent avec la construction du macronisme qui, philosophiquement, s'est aussi construit au-dessus et par-delà l'ancrage territorial qu'on connaît au parti traditionnel. Parce que, justement, il s'est construit par-delà gauche et droite, théoriquement du moins. Et du coup, il s'est construit aussi par-delà les échelons territoriaux et les rapports de pouvoir qui pouvaient s'y inscrire. Après, on peut se dire, bon, il prend le pouvoir et après, il construit une espèce de base lors des élections suivantes. C'est pas tout à fait le cas. Du coup, ça complique les relations, effectivement, avec les différents niveaux de collectivité territoriale. Et là, on atteint un peu le bout de l'exercice avec beaucoup d'agacement, je pense, du côté des maires, des responsables de collectivités locales et une attente aussi
moyens supplémentaires face à des contraintes qui sont de plus en plus grandes. Et on a des dotations de financement qui sont plutôt à la baisse. Donc tout ça nourrit un peu un sentiment de Moi, je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas allé au Congrès des maires de France parce qu'il a voulu s'éviter des images terribles de huées reçues de la part de maires. Les relations avec les mairies ne sont pas au beau fixe puisque le gouvernement est accusé de laisser les maires se démerder avec leurs taxes locales pour financer leurs projets en leur filant moins de dotations. Et donc forcément, ce côté de renvoi de la balle chaude aux collectivités locales, c'est sûr que ça ne pouvait pas beaucoup plaire. Toi, Malek, tu as bossé avec des maires. Ils en disent quoi, eux ? J'ai bossé avec des maires, je continue de penser et de dire que c'est le plus beau mandat qui soit, parce que c'est celui du quotidien, de la proximité avec les Français. Il y a des maires fatigués, il y a des jeunes maires en plus. Je pense à toute une génération de maires qui est montée en 2020 des nanas, des gars qui se tuent à la tâche, qui ont fait des sacrifices aussi dans leur vie perso et qui, en plus de la difficulté de la tâche, avec la baisse des dotations, se retrouvent confrontés en plus avec cette montée de la violence à des violences dont ils sont les victimes, malheureusement. Et même face à ça, l'État les abandonne. On avait entendu parler à l'époque, c'était Nicole Belloubet, qui était ancienne ministre de la Justice, qui avait fait une circulaire, pas vraiment d'action concrète. Dupond-Moretti, son successeur, même chose, pas de véritable action concrète. On voit beaucoup de démissions de maires aussi, il faut en parler. Jusqu'à quand ? Encore une fois, il y a une belle génération de maires. Je pense, parce que c'est des personnes avec qui j'ai parlé ces derniers jours. Karim Bouamran à Saint-Ouen, qui fait partie du comité directeur de l'AMF, de l'Association des maires de France. Il y a Benoît Payan à Marseille, il y a Nadège Azaz à Châtillon, il y a Nesrine Menawara à Beson. Tout ça, c'est des jeunes élus qui ont décidé de s'engager pour le commun. Mais s'ils continuent d'être abandonnés par l'État, peut-être qu'un jour, ils finiront par rendre le tablier et on s'en mordra les doigts. Quelques chiffres, effectivement, pour parler de ces agressions d'élus locaux. 2265 plaintes et signalements d'élus locaux victimes d'agressions en 2022. C'est une augmentation de 32% d'agressions en plus, principalement dirigées contre les maires. Lorraine, toi, tu es élue locale. C'est quelque chose que tu constates parfois, la montée de la violence contre les élus locaux ? Oui, et en fait, ce qui était symptomatique, c'était cet été. Ce qui a eu, les mouvements sociaux qu'il y a eu suite à la mort de Naël. En fait, on a eu, même dans ma ville, en fait, des parties de la mairie cassées. Heureusement, des élus se sont déplacés pour protéger, en fait, finalement, les bâtiments publics, que ce soit la mairie, la médiathèque, etc. Mais oui, effectivement. Et en fait, le truc, c'est que nous, on est en première ligne. Il y a beaucoup de gens qui savent très bien où habite leur maire. On ne peut pas aller toquer à l'Élysée et dire « Écoute, j'ai un problème avec toi », ni aller casser l'Élysée. Donc, clairement, oui, on est en première ligne. Et le truc, c'est que souvent, on nous accuse de choses qui sont pas de notre ressort, en fait, que ce soit au niveau de la ville, donc je sais pas, par exemple des choses qui dépendent des départements, des régions, etc. Même si on peut évidemment discuter avec ces collectivités-là, mais en fait on est le premier rempart en fait politique face, au niveau national, dans l'œil des gens. Donc en fait. Ouais, on est vraiment en première ligne et ça pose problème. Et il y a pas mal de maires qui ont démissionné par rapport à ça parce que totalement découragés et dégoûtés de ce mandat. Alors que, comme disait Malek, c'est un des plus beaux mandats en fait. Il y a eu pas mal on se souvient notamment de l'affaire très médiatique de Yannick Morez, qui était le maire de Saint-Brévin-les-Pins, dont la maison a été brûlée par des militants d'extrême droite. Claire, comment est-ce que l'État pourrait mieux aider les élus locaux ? Ouais, sur ce cas-là, en fait, donc c'est un élu qui voulait en fait autoriser l'installation d'un lieu d'accueil pour les demandeurs d'asile, il me semble, et il a reçu des énormes. Oui, enfin voilà, il y a des lieux d'accueil et d'hébergement qui sont installés, et du coup, c'est effectivement les élus locaux des territoires concernés qui prennent en charge. Parfois volontairement, parfois moins. Et là, le maire de Saint-Brévin s'était déjà pris une première salve de menaces, y compris de menaces de mort venant de l'extrême droite, très clairement. Ça a été signalé, ça a été remonté, il y a des alertes qui ont été passées. Il n'y a pas eu d'action de prévention ou de protection de ce maire de la part du gouvernement, ou de la police. Et effectivement, son logement a été brûlé. Il y a eu à ce moment-là un déplacement d'Elisabeth Borne pour dire, en gros,
la montée des extrêmes, etc. Sans caractériser, sans poser le mot, en fait, c'est l'extrême droite qui est ici responsable de l'intimidation et clairement de l'agression et de ce crime envers ce maire. Donc je pense que oui, il y a une montée de la violence, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité politique de la nommer, en fait, quand elle a une source très claire, de dire ici, c'est un crime raciste venant de l'extrême droite. Et cette difficulté parfois à poser les bons mots sur les formes de violence qui s'expriment, en fait, ça donne un truc un peu avec, il y a la montée des extrêmes et la montée de la violence, mais ça nous donne pas une idée claire de, en fait, la manière dont le débat public et politique est en train de graduellement se déplacer vers l'extrême droite et comment on va faire face à ça et les conséquences qu'il y a au quotidien, quoi. Il y a aussi parfois des violences entre les élus. Lorraine, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette affaire d'une élue qui accuse un autre élu de l'avoir drogué? Oui, effectivement. En fait, il y a le sénateur Horizon Joël Guerriot, en fait, qui est mis en examen, en fait, parce que en fait, il a invité une députée, donc une députée moderne, Sandrine Josso, chez lui. En fait, il lui aurait en fait passé une coupe de champagne avec de l'ecstasy dedans pour la droguer en vue d'une agression sexuelle. Donc celle-ci en fait s'est fait analyser ensuite à l'hôpital et a déposé plainte. Donc pour l'instant il est suspendu par son parti. Apparemment il va y avoir une procédure disciplinaire par rapport à lui, mais effectivement, il y a aussi des violences entre élus. En plus, avec l'arrivée de Macron, et ça, on ne peut pas lui enlever, c'est qu'effectivement, il y a eu plus de femmes, notamment à l'Assemblée nationale, mais ces femmes, en fait, subissent des violences sexistes et sexuelles, parfois, même dans le cadre de leur fonction. Mais on en parlait la dernière fois, toi et moi, c'est vrai que la vie politique, ça peut être âpre, parfois, au niveau local y compris. Totalement. Alors de là à aller à droguer qui que ce soit, je sais pas, il n'y a rien qui est acceptable là-dedans, mais indépendamment de ce fait-là qui est particulièrement sordide, il y a aussi de l'âpreté au fait de faire de la politique. Totalement. Mais en fait, il y a eu pas mal d'affaires comme ça. Il y a eu l'affaire des chantages à la sextape, je me souviens plus. À Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Et en fait, c'est des choses qui arrivent malheureusement en politique. Et moi, en plus, j'avais participé au livre de Léa Champoncel sur plus de femmes en politique. Mais je disais en fait que c'est bien de nous dire plus de femmes, on a envie de s'engager, on a envie de faire entendre la voix des femmes, mais en fait, à quel prix? Parce que en termes de santé mentale, ça peut être très, 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 très violent. Et en fait, je suis très sincère avec vous, il y en a qui vivent pour les embrouilles en politique. Il y en a qui, dans leur tête, c'est House of Cards, en fait, c'est je place mes pions là, etc. Et l'intérêt général, ça passe après. Et en fait, moi, quand on me disait ça, on me disait non, mais n'y va pas, c'est violent, etc. Moi, j'étais là en mode oh, mais t'inquiète, j'ai le cuir solide, etc. Après, tu te retrouves à faire des crises d'angoisse dans ta chambre et tu te dis mais qui m'a envoyé? Pourquoi? Donc, franchement, c'est vraiment un univers violent. Et il faut avoir des gens... heureusement, on a des très bons conseillers parfois, des gens qui ont de l'expérience en politique, qui nous conseillent, qui nous protègent aussi même parfois. Mais tout le monde n'est pas bienveillant. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble pendant ces sujets d'actu, la question des mobilisations sur le conflit israélo-palestinien. On a l'impression de vivre en France avec une espèce de chape de plomb autour du débat sur le conflit israélo-palestinien. On a l'impression que c'est difficile de s'exprimer sur ce sujet. On a l'impression que tous les mots sont minés. On en a fait l'expérience sur Backseat. Je ne sais pas si on a toujours réussi à faire ce qu'on a essayé de faire, mais donner la parole, essayer de faire circuler cette parole. Claire, est-ce qu'on peut parler d'une chape de plomb? Oui, je pense que c'est plutôt qu'il y a un certain cadre du débat qui a été posé très rapidement. Et du coup, il y a une vraie difficulté à essayer d'avoir une parole critique et une pensée là-dessus qui sort de ce cadre qui a été posé très rapidement. Je m'explique. En fait, la question palestinienne, elle n'est pas neuve. Elle existe depuis des décennies et des décennies et des décennies. Sauf qu'elle a été relativement en fait négligée par une majorité de la classe politique. C'était prise en charge par une partie de la gauche qui en fait suivait de près ce qui se passait en termes de colonisation de territoires supplémentaires, etc.
déjà, Amnesty International parlait déjà d'une forme d'apartheid. Donc en fait, la dimension conflictuelle de ce qui se passe dans cette zone n'est pas neuve. Et ce qui a fait que en fait, les réactions ont été aussi vives lors du 7 octobre, c'est qu'on avait très peu travaillé, on avait un peu enfoui et invisibilisé cette question. Ce qui fait que beaucoup des analyses, en fait, elles ont commencé avec la prise en compte de ce qui s'est passé le 7 octobre et que, en fait, toute parole qui venait essayer de replacer dans l'histoire longue était très rapidement balayée. Et assez rapidement, il y a eu une parole gouvernementale aussi pour dire qu'il y aurait un soutien inconditionnel à Israël. Et en fait, ça a créé une situation où toutes les paroles qui venaient dire bon bah là il y a quand même une situation où le droit international est clairement bafoué. L'ONU le dit, toutes les agences internationales, tous les spécialistes du droit international le disent. Ces paroles-là, du moins dans le contexte français, s'expriment difficilement. Il y a eu pas mal d'interdictions de manifestations au début autour de ces questions-là, même pour des appels à la paix, à la désescalade, au cessez-le-feu. Donc oui, il y a clairement une crispation, mais aussi parce que c'est un conflit qui clive, mais selon des logiques dont on n'a pas forcément l'habitude d'appréhender. Ça clive au sein des familles politiques, mais au sein des familles tout court. On sent que c'est quelque chose qui est aussi très vif en nous, parce que ce qui se passe, c'est d'une violence inouïe. C'est des formes de barbarie et de déshumanisation très claires. Donc c'est aussi des choses qui sont difficiles à appréhender depuis notre position de commentateur ici, bien sûr. aussi très loin de ce qui se passe là-bas. Je me demande si on est en train de voir émerger une nouvelle génération pro-palestinienne, de la même manière que par le passé, il y a eu une génération contre la guerre au Vietnam, par exemple, qui a été structurante dans la vie politique aux États-Unis, qui a suivi le mouvement des droits civiques. J'ai l'impression qu'on est tous pro-palestiniens, en fait. Nous, quand je dis nous, c'est le peuple d'Internet, les gens qui regardent Backseat. Enfin, il y a une espèce de... On est tous d'accord pour reconnaître aussi que dans le paysage médiatique, on est mal représenté. Et ça, c'est un truc que je trouve assez structurant et assez important. Malek, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je vais pas te rejoindre sur le fait qu'aujourd'hui, la génération Internet est aujourd'hui en soutien à la cause palestinienne, parce que malheureusement, c'est pas le cas. J'ai très peu parlé sur le sujet et je vais le faire de manière très apaisée, comme je le fais toujours. Moi, ce qui me dérange, c'est cette petite diabolisation qu'il y a pour... condamner aujourd'hui le discours des soutiens à la cause palestinienne, un soutien qui est en fait tout naturel, on parle juste de vie humaine. Et cette diabolisation, tout le monde sait en réalité qu'aujourd'hui les soutiens à la cause palestinienne ne sont pas antisémites dans leur extrême majorité, ne sont pas partisans du Hamas dans leur extrême majorité, ne soutiennent pas les actes du 7 octobre dans leur grande majorité. Par contre, c'est les propos de ceux qui souhaitent diaboliser, les propos de ceux qui soutiennent la cause palestinienne. C'est quoi ? C'est une minorité de propos qui sont condamnés et qui sont montés en exergue ? Mais bien sûr. C'est très difficile en réalité de comptabiliser et d'apporter une preuve. Mais il suffit juste de regarder autour de soi. Moi, je suis profondément, c'est ancré en moi et depuis longtemps en soutien à la cause palestinienne. Mais il n'y a pas une once d'antisémitisme en moi, parce qu'en fait, ça va aussi à l'encontre de mes valeurs. Je suis contre toute forme de racisme. Donc, je lutte contre l'antisémitisme de la même manière que je lutte contre toute forme de racisme. Et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, dans cette prison à ciel ouvert, me terrifie. On passe tous des journées très compliquées depuis plus d'un mois. Et d'avoir cette diabolisation de ceux qui soutiennent cette politique coloniale du gouvernement Netanyahou, ça me pose souci. Lorraine, il y a eu aussi l'affaire Guillaume Meurice récemment. Il y a aussi eu un journaliste qui s'est fait reprendre par sa direction à TV5 Monde. Bah oui, en fait, on remarque qu'il y a une espèce de forme de censure, en fait, quasiment dans les médias, où effectivement, il y a déjà cette présomption d'être pro-Hamas à partir du moment où ne serait-ce que tu poses des questions, parce que en fait, le journaliste de TV5 Monde, Mohamed Kassi, il interrogeait le porte-parole de l'armée d'occupation israélienne, et en fait, il lui posait des questions tout simplement, et il s'est fait
rappelé par sa direction et désavoué par sa direction. Et pareil pour Guillaume Meurice, qui est du coup chroniqueur sur France Inter, humoriste, je ne sais pas trop comment le qualifier, qui, suite à une blague en fait sur Netanyahou, pareil, s'est fait convoquer par la police carrément pour provocation à la haine et injure publique aggravée suite au dépôt d'une plainte le 6 novembre de l'organisation juive européenne. Donc, il s'en est suivi en plus des menaces de mort, une campagne de harcèlement absolument horrible envers lui. Et ça, c'est quelque chose que pas mal de journalistes constatent et dénoncent au sein de leur rédaction. Qui a vraiment une espèce de... et en plus, il y a aussi l'aspect racial, en fait. Finalement, quand on a un certain nom de famille, quand on s'appelle Mohamed, par exemple, on est plus sujet à être présumé pro-Hamas ou que sais-je, ou antisémite, etc. Et en plus, c'est pas aidé par les propos du gouvernement, notamment Darmanin, dont je parlais dans l'émission précédente avec son... Je sais même plus comment il avait dit ça, mais son... l'islamisme d'atmosphère, quelque chose comme ça. Bref, je me souviens plus ce qu'il avait dit, mais en gros, il avait fait un lien entre les événements et en gros que les musulmans sont antisémites pour être très clair. Et oui, du coup, ça aide pas et on en est là. Mais est-ce que, parce qu'on voit se constituer un nouveau mouvement pro-palestinien. Je dis nouveau mouvement par opposition à un mouvement plus ancien qui remontait aux années 2000 avec l'altermondialisme, etc. Et j'ai l'impression qu'il est relativement jeune. Est-ce qu'il y a un effet de génération, Claire ? Sûrement, je pense qu'il y a aussi un effet, alors là c'est un peu psychologique, mais je pense qu'il y a une parole jeune, effectivement, qui en fait contrevient de manière beaucoup plus volontaire au cadre de ce qui est établi comme ce qu'il faut penser. Donc en fait, très tôt, elle a osé dire, en fait, ce qui se passe dans la riposte d'Israël, c'est du l'ordre du crime de guerre. Il y a relayer la parole des spécialistes qui disent, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est peut-être une forme de nettoyage ethnique, c'est peut-être un génocide, avec toutes les enquêtes après qui vont devoir consolider ça. Mais donc cette jeunesse-là, elle s'est très vite, en fait, je pense, emparée de ça, sur des fondements qui sont portés depuis déjà pas mal de temps par une bonne partie de la gauche. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez simple, quelque part, de voir assez clairement que dans le débat public, il y a il y a des valeurs inégales qui sont accordées aux vies. Et ça, c'est frappant, ça a été frappant dans plein de prises de parole, que en fait, la vie d'un enfant palestinien ne valait pas autant, c'était pas la même chose que la vie d'un enfant israélien ou autre. Donc, je pense qu'en fait, le sous-jacent raciste en fait de ce genre de constat qui était posé dans pas mal de débats médiatico-politiques est ressenti de manière très vive par aussi une génération qui combat de manière pleine et universelle toutes les formes de racisme. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est une jeunesse qui ne pouvait pas se retrouver dans les mots d'ordre et dans l'appel qui avait été effectué pour la marche contre l'antisémitisme, qui justement n'avait pas cette manière universelle, pleine et donc républicaine de poser le débat sur la lutte contre le racisme, en fait. Et je pense qu'il y a une fraction de notre génération, parce que c'est difficile, il y a une grosse partie de la jeunesse qui vire à l'extrême droite, etc. Donc, bien sûr. encore une fois, Non, les généralisations en termes de génération sont compliquées, mais il y a une jeunesse qui est viscéralement antiraciste et qui perçoit le débat tel qu'il est posé sur ce conflit avec le cadrage qui est celui d'une scène médiatico-politique qui est en train justement d'être très très orientée de plus en plus par des mots d'ordre et des interventions d'extrême droite. Donc je pense que c'est dans ce cas-là qu'il faut un peu comprendre la jeunesse de la mobilisation autour des droits du peuple palestinien. Toi, Lorraine, tu travailles pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est quelque chose que tu constates aussi autour de toi, c'est de l'émergence d'une génération antiraciste, universellement antiraciste ? Oui, en fait, déjà, on l'a déjà constaté, notamment en 2020, quand il y a eu toutes les marches et les manifestations organisées, en lien, en tout cas, avec la mort de George Floyd. Donc, pour le contexte français, c'était en lien avec notamment la mort d'Adama Traoré et d'autres victimes de crimes policiers. Et en fait,
c'est une jeunesse qui se soulève, comme disait Claire, en fait, face au racisme, et du coup qui fait le lien, je trouve, avec notre histoire, en fait, finalement. Donc l'esclavage, la colonisation, et d'où viennent en fait ces inégalités, ou en tout cas comment elles se sont traduites dans notre histoire. Et il y a en fait une vulgarisation aussi qui tourne sur les réseaux sociaux, donc de partage de paroles d'experts, des comptes Instagram, etc., qui se forment pour expliquer tout ça. Et oui, en fait, on en prend conscience. Et je pense qu'il y a aussi le rôle des images aussi qui joue beaucoup, parce qu'il y a énormément d'images qui sont d'ailleurs très difficiles à regarder, et personnellement j'encourage pas du tout le fait de partager des corps en fait littéralement inanimés, mais en fait tout ça a tourné sur les réseaux sociaux, et je pense que ça soulève aussi, ça joue en fait sur l'émotionnel en fait, tout simplement. Toi, Malek, quand on préparait l'émission, tu nous racontais que tu avais rencontré des viewers de Backseat mardi qui justement te racontaient leurs sentiments. Il se passait quelque chose sans qu'on en parle vraiment dans les médias? Oui, parce que la diabolisation dont je parlais, elle intervient dans ceux qui vont attaquer, ceux qui soutiennent la cause palestinienne, mais elle intervient aussi dans le traitement médiatique du conflit. On ne parle en fait que des manifestations pro-palestiniennes, qui se déroulent très mal au niveau médiatique. Alors qu'en réalité, il y en a beaucoup d'autres à République qui se déroulent très très bien, avec énormément de jeunes. Je parlais à des journalistes qui s'étaient étonnés de voir le nombre de jeunes justement dans ces manifestations, des personnes dont c'est la première manifestation. Mais là, bizarrement, aucun traitement médiatique. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir une certaine forme de stratégie, parce qu'il y a aussi une petite guerre de lutte et d'information dans tout ça. Et que voulais-je dire sur les viewers que j'ai vus mardi, c'était un vrai sujet. On a aussi beaucoup parlé de Backseat. On a parlé de l'émission que l'on a faite avec des réactions tout aussi passionnées d'un côté comme de l'autre. Mais il y a un véritable besoin d'avoir une parole claire en face, et sans faire de mauvais jeu de mots. Et malheureusement, on ne la voit pas. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais nous, on va continuer à documenter ça, cette génération qui a un rapport très particulier à l'antiracisme et qui, à mon avis, commence à sortir de plus en plus là-dessus. Claire? Ouais, en fait, ce que moi j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que on a aussi la voix de Dominique de Villepin qui est arrivée et qui en fait a été, pour moi personnellement, un soulagement immense, parce que enfin quelqu'un qui est de droite. Moi, c'est pas forcément ce à quoi je m'associe globalement, mais enfin, il posait des mots qui donnaient une espèce de vision de OK, c'est ça qu'il faut dire pour commencer à construire l'espoir que ça cesse, en fait, cette barbarie-là. Donc, à poser pas la question de la faute à, etc., mais de poser, en fait, le contexte, avec ces données factuelles, et puis en fait, qu'est-ce qui va nous permettre de construire une voie de paix pour les peuples concernés. Et en fait, c'est marrant, parce que oui, il y a cette question d'une génération palestine, mais il y a aussi cette voix qui a une longue histoire dans la politique française, qui est la voix qui a fait ce discours à l'ONU pour exprimer la position française sur le refus d'aller faire la guerre en Irak, et qui là sortait un petit peu de nulle part, et qui apportait enfin une forme de clarté et de position sur laquelle je pense que personne ne peut refuser d'aller. Je ne sais pas si c'est Dominique de Villepin qui a réussi à faire ça, mais il y a eu une inflexion de la position de la France au fur et à mesure du temps. Au début, ils étaient beaucoup plus raides. Au début, c'était droit d'Israël à se défendre. On a même entendu une défense inconditionnelle, donc sans condition, de ce que va faire et ce que fera Israël. Ils ont le droit de tout faire, vu qu'ils ont été terriblement agressés par des attentats. Finalement, la France a mis de l'eau dans son vin. Emmanuel Macron s'est mis à appeler à une trêve, à un cessez-le-feu. S'est félicité d'ailleurs de l'accord qui a été trouvé pour la libération des otages. Donc il y a eu un gauchissement de la position de la France. Oui, Malek. ou plutôt un retour tout droit dans la ligne traditionnelle qu'était la France. La France a toujours appelé à un cessez-le-feu et a toujours appelé à la paix. Et Emmanuel Macron a décidé de sortir de cette position-là. Et ça a choqué énormément de personnes au sein même de la Macronie. On commence toujours à tout juste avoir des papiers dans la presse qui commencent à sortir. On apprend que même au sein des conseillers à l'Élysée, ça en a bousculé plus d'un.
ce soutien inconditionnel en a surpris beaucoup, même dans les rangs de la Macronie. Et aujourd'hui, on ne va pas s'étonner du juste retour de la position de la France. Et sur la génération Palestine, en fait, je ne pense pas que ce soit vraiment une question générationnelle. Moi, je suis chaud pour qu'on l'appelle comme ça, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, ma grand-mère de 86 ans, qui est loin d'être de ma génération, et qu'on salue, ma grand-mère, aujourd'hui, en fait, elle est juste confrontée. Avant, elle regardait les images dans les années 2000, elle devait regarder Antenne 2, France 2, pour voir ce qui se passait, en fait, là-bas. Ouais. Sauf que maintenant, elle les reçoit en direct sur son téléphone en quelques minutes. Ah, c'est intéressant. Et en fait, le basculement, il est là. C'est que maintenant, on est confronté à ce qui se passe réellement, sans qu'il y ait de choix éditorial derrière, avec la réalité des faits. Alors évidemment, il y a à boire et à manger parce que... Et c'est aussi un choix délibéré. On pense notamment à cette vidéo diffusée par les services israéliens, absolument extrêmement gore, etc. C'est aussi une volonté de marquer les esprits. Sauf qu'en fait, ce n'est que pour servir une certaine thèse, j'ai envie de dire. Une certaine version de l'histoire. Donc... Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, l'ouverture de la COP 28 à Dubaï. C'est dans une semaine exactement, le 30 novembre. Vous avez vu, ça change, hein. Non mais juste le dire, on va en parler, mais justement COP 28 à Dubaï. Déjà rien que ça, il y a... Et encore, t'as pas nommé le président, tu continues et c'est encore plus absurde. Non mais je vois pas pourquoi t'es choqué par contre. C'est qui le président? Le président, c'est mené par le président d'une major pétrolière, cette COP. Ah, le président de la COP. On adore. La blague continue, un petit peu. Alors voilà, tiens, d'abord Claire, est-ce que Claire, tu peux nous expliquer, s'il te plaît, ce que c'est qu'une COP? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Après, on va rentrer dans le détail. Oui, donc en fait, une COP, c'est une Conference of Parties. Donc c'est une réunion qui a lieu pour les COP climat tous les ans, depuis 1994. Et c'est des espaces... où l'ensemble des États, donc il y en a 194 qui sont parties prenantes, viennent délibérer de comment on va agir, comment on va s'engager pour faire face à ce problème du dérèglement climatique. D'accord. Donc normalement, ils se réunissent, ils prennent des engagements pour changer leur mode de production, etc., pour avoir une action dans la lutte contre le dérèglement climatique. Un moment très important de ce processus-là, ça a été la COP de Paris, où les parties prenantes se sont mis d'accord pour rester sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement, grand maximum 2 degrés. Le petit souci avec ce processus, c'est que les engagements sont majoritairement non contraignants et qu'aujourd'hui, en allant vers cette COP28 qui a donc lieu à Dubaï, organisée par le président d'une major pétrolière, on est sur une trajectoire de plus 2,5 à plus 2,8% si les États respectent les engagements qu'ils ont affichés. Ce qu'ils ne font pas. Alors qu'ils n'ont pas une énorme tradition de respecter leurs engagements. Donc, le scénario le plus probable, c'est qu'on soit sur une trajectoire de plus 3 degrés. Et c'est un petit chiffre, mais derrière, il y a une avalanche de catastrophes. Et en premier lieu pour les pays du Sud global, qui sont historiquement les moins responsables, en fait, de ce dérèglement climatique. Donc, les COP aujourd'hui, on a un peu effectivement cette sensation qu'il y a un essoufflement, que ça ne sert plus à grand-chose, que ça en devient même absurde, en fait, à tel point les intérêts des majors pétrolières, des multinationales privées ont réussi à prendre le dessus sur l'objectif de baisser les gaz à effet de serre et d'aller vers une vraie transition. Mais ça reste un espace où l'ensemble des États ont leur mot à dire. Donc les petits pays, les îles par exemple, qui vont disparaître tout simplement à cause de la montée des eaux, peuvent venir pointer la responsabilité des pays qui le sont le plus historiquement, et notamment à la COP en Égypte, à Sharm el-Sheikh, il y avait eu quelques avancées sur la question des pertes et dommages, donc la question des fonds constitués pour aider justement les pays du Sud global à faire face aux conséquences du dérèglement climatique. Donc effectivement, j'ai l'information et le président s'appellera, c'est le sultan Ahmed Al-Jaber, qui est très probablement une belle personne, mais qui est également le PDG du groupe pétrolier Abu Dhabi National Oil Company. Voilà. En France, il faut savoir qu'il y a un collectif qui s'appelle Scientifiques en Rébellion, qui organise une contre-COP, une COP alternative à Bordeaux pour sensibiliser les Français aux problématiques climatiques. Ça pose une question, cette COP à Dubaï. Quel est le bon fonctionnement international pour régler la question climatique? Est-ce que la COP reste le bon cadre pour discuter entre les États? Claire. En fait, ce qu'il y avait d'intéressant dans le processus des COP, c'est que c'était posé sous la forme de la coopération
Parce que le climat, c'est d'emblée une question globale. Tout le monde à des degrés extrêmement inégaux, mais tout le monde est concerné et va le ressentir, ces effets-là, à part Elon Musk qui va partir sur Mars à un moment. Donc, il y avait cette espèce d'universel dans la manière dont c'était porté. Et l'échec de cette stratégie-là, qui est aussi lié au fait que, en fait, années 90, c'est aussi après ce qu'on appelle globalement le tournant néolibéral. Donc, les États se sont graduellement départis de leur capacité d'agir vraiment sur l'économie. Et ça explique aussi pourquoi ils ont eu du mal ou ils n'ont pas souhaité, c'est aussi, ils se sont départis volontairement de ces capacités d'action, ils n'ont pas pu reprendre la main sur ce dérèglement climatique. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, vous avez tous entendu parler de l'IRA, l'Inflation Reduction Act des États-Unis, du fait qu'au niveau européen, on a le Green New Deal avec des paquets d'investissements massifs, etc. Donc en fait, la question climatique, elle est en train d'être remodelée par la géopolitique. Parce que ce qui se joue, c'est plus trop la coopération, ça va être la course aux minerais critiques, ça va être la course aux approvisionnements sur les nouveaux marchés verts. Donc on est sur une logique de gestion de la question climatique qui est beaucoup plus basée sur des logiques de compétitivité entre les espaces et le risque. On peut se dire, tant mieux, en fait, finalement, tout le monde prend en main le truc, chacun construit ses filières, etc., et fait la compétition sur les marchés verts. Mais le problème, c'est qu'on risque d'avoir une espèce de transition à deux vitesses, entre des économies du Nord global, donc les économies occidentales qui, elles, vont faire leur marché de véhicules électriques, etc., en puisant dans les mines des pays du Sud global, notamment les pays d'Amérique latine, pour tout ce qui est cobalt, oui, c'est une économie climatique, c'est la naissance d'une économie climatique. Voilà, en fait, mais qui n'est pas moins inégale, qui n'est pas moins source de conflits entre les pays, qui n'est pas plus stable et sûre que l'économie capitaliste fossile, en fait. Donc, et l'économie capitaliste fossile n'est pas non plus en train de disparaître. Donc, on est en train de voir une espèce de bifurcation dans la manière dont la question climatique est gérée, et je ne suis pas sûre qu'on y gagne, franchement. Pas certain. Malek ? Je vais faire un petit parallèle avec le sujet d'avant, mais faire une COP à Dubaï, présidée par un pétrolier, c'est comme faire une marche contre l'antisémitisme avec l'extrême droite, c'est vraiment débile, mais tout le monde veut le faire. Et en fait, ma génération, notre génération, va commencer vraiment à se poser des questions, parce que on a vraiment l'impression qu'en fait, plus on avance de COP en COP et on recule en réalité plus qu'on avance concrètement, ou alors on fait des petits pas. Et quel intérêt des petits pas, alors qu'il faut une véritable révolution? Ça, c'est un. Et deux, est-ce que à l'avenir, il ne faudra pas que nos responsables politiques répondent même pénalement en fait de leur inaction? La question de la justice climatique, ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Et surtout, que fait la France? Que fait la France? On a Agnès Pannier-Runacher, je rappelle, qui est ministre de la Transition écologique. Ouais, j'avais oublié moi aussi. On fout quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? À part laisser les trains passer de COP en COP. On recevra tout à l'heure d'ailleurs sur le plateau de Backseat le ministre de l'Industrie. Ça fait partie des sujets sur lesquels on voulait discuter effectivement avec lui sur la décarbonation. On a pas mal de questions à lui poser. Tu en parlais sur le retour de l'État stratège. Alors c'est vrai qu'on a en France, alors je ne sais pas si c'est la fin de la période néolibérale qu'on a connue à partir des années 80, 70-80, mais en tout cas on a le retour d'un État stratège avec la volonté de faire des investissements très lourds, avec une politique de réindustrialisation, avec des objectifs à carbone qui sont affichés, avec une quantité d'argent qui est mise, avec un accompagnement des ménages pour les aider à faire leur transition, que ce soit par l'achat de véhicules moins polluants ou pour la rénovation thermique des logements. On a l'impression que l'État fait quand même beaucoup. Oui et non. Parce qu'on a effectivement des paquets d'investissements qui sont mis sur des secteurs qui sont jugés stratégiques, etc. Mais en fait, on ne considère pas la question de la transition écologique comme la transition d'un modèle de société vers un autre modèle de société. Dire il faut décarboner, ça ne nous dit rien sur le type de société qu'on veut. Est-ce qu'elle est plus ou moins démocratique que celle d'avant? Est-ce qu'elle est plus ou moins inégalitaire que celle d'avant? Et le problème, prenons juste l'exemple des voitures électriques. Ouais. En fait, la décarbonation des transports, qui est le secteur donc, le plus important en termes d'émissions, celui sur lequel il faut vraiment mener la bataille de manière ferme, on a d'autres options en fait, pour baisser le niveau d'émissions de gaz à effet de serre. On a la démobilité. Si on repense l'aménagement de notre territoire, qu'on raccourcit
la distance entre le travail et le foyer. On a la question des transports en commun. Qui a été très très peu travaillé et sous-investi. Il y a les RER métropolitains là qui sont. Oui, avec un financement qui est vraiment ridicule par rapport à ce que coûte juste un RER. Donc c'est un petit peu un problème. Donc en fait, imposer cette solution de tout le monde va vers la voiture électrique, c'est un problème social. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'aide maximale qu'on peut avoir de la part de l'État, c'est dans les 8 000 €. Et aujourd'hui, une voiture électrique, les modèles qui sont construits, qui ne sont pas non plus des véhicules très légers, là, ce qu'il y a en ce moment, c'est des SUV électriques, beaucoup. Donc, il y a SUV, un coût, ouais. Il y a un coût qui est beaucoup trop grand, en fait, pour les classes populaires qui ont le plus besoin parce qu'elles habitent plutôt en banlieue et qu'elles ont besoin d'aller au cœur de ville. Donc, c'est excluant socialement, c'est aussi un problème écologique parce qu'on ne sait pas encore comment tout à fait recycler les minerais qui sont utilisés pour ces véhicules électriques et qu'en fait, on a aussi un risque de, OK, là, ils nous sortent la première salve de véhicules électriques, mais qui nous dit qu'en fait, les industriels, ils ont tout intérêt à nous sortir un véhicule encore plus vert dans 10 ans. Alors, à rebolote, on va tous changer nos voitures. Donc, en fait, il y a un problème de modèle de production, de modèle de société. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas les questions qui viennent en amont des questions très techniques et technologiques. Ouais. Je ne suis pas sûr que tout ça sera abordé au cours de cette COP 28 à Dubaï. Chers amis, avant de marquer une petite pause, avant de recevoir notre invité politique, donc le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, je voulais remercier Léonce, Jean-François, Charlène, Julie et Esther qui ont pris leur abonnement pendant cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir rejoint les abonnés de Backseat. Objectif 30 000 € par mois d'ici Noël, ce qui nous permettra de garantir une émission par semaine jusqu'à la fin de l'année. Vous êtes déjà 2500 à soutenir Backseat tous les mois sur KissKissBankBank. Un grand merci à vous. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve juste après la pause avec notre invité politique. Merci le public. Salut à tous. Alors pendant cette petite pause, je voulais vous parler du partenaire de cette émission Backseat. Vous avez remarqué que Backseat n'est pas dans son studio habituel. On est à la Bellevilloise, qui est une grande et belle salle de concert à Paris dans le 20e. Et notre partenaire du jour, c'est France Digital. France Digital, c'est une association qui fédère beaucoup d'entreprises, notamment des startups, mais pas seulement, des entreprises du numérique, et qui les aide à se parler, à se fédérer, à s'organiser. Il y a un exemple très concret de à quoi ça sert de fédérer des petites entreprises comme ça, qui, si elles n'étaient pas organisées, seraient trop éparpillées. Récemment, il y a eu une condamnation en justice. C'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, c'est le gardien de la vie privée. La CNIL a porté plainte et a obtenu une condamnation en justice d'Apple. Apple, le géant américain, en fait, il cachait des micro-logiciels espions dans leurs applications, et ça, on a obtenu en France la condamnation grâce à la CNIL de Apple. Et qui est-ce qu'il y a derrière la CNIL ? En fait, c'était France Digital. France Digital, ils ont poussé la CNIL à porter plainte, ils ont monté le dossier, ils ont travaillé avec la CNIL pour rendre possible cette victoire du droit et cette victoire de la vie privée sur un géant américain. Ça montre bien comment c'est important que des petites entreprises se fédèrent et s'organisent entre elles, et c'est grâce à notre partenaire du jour, donc France Digital, que on a pu faire triompher le droit sur un géant américain.